Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Jacou le Croquant par Eugène Leroy. Et il nous mena dans sa chambre, qui était au 2e étage, dans une maison de la rue de la Sagesse au numéro 11, là où il y a encore une jolie porte ancienne avec des pilastres et des ornements sculptés. Ayant monté l'escalier en colimaçon, logé dans une tour à 8 pans, le monsieur nous fit entrer chez lui en nous ayant fait asseoir. Commença à questionner ma mère sur beaucoup de choses, et à mesure qu'elle répondait, il écrivait. Il lui demanda notamment si ces propositions que lui faisait Laborie avaient été entendues de quelqu'un. Et elle lui répondit que non, que nul, sinon mon père, bien par hasard, ne les avait ouïs, parce que cet homme était rusé et hypocrite. Mais qu'il était au su de tout le monde, qu'il attaquait les femmes jeunes qui étaient sous sa main, comme les métayères ou celles qui allaient en journée au château. Ça se savait parce que, qu'en babillant au four ou au ruisseau, en lavant la lessive, les femmes se le racontaient. Du moins celles qui ne l'avaient pas écouté, comme Lamion, depuis maigre. Bon, dit l'avocat, je l'ai fait citer comme témoin avec d'autres. Lorsqu'il eut fini ses questions, il expliqua à ma mère ce qu'il fallait dire devant la cour et comment. Qu'elle devait narrer tout au long les poursuites malhonnêtes de Laborie et raconter une par une toutes les misères qu'il leur avait faites et fait faire à cause de ses refus de l'écouter. Il lui recommanda bien de dire ce qui était la vérité, que mon père était fou de rage et qu'il avait tiré sur Laborie qu'en le voyant rendre au garde le fusil avec lequel il l'avait blessé au front et puis tué sa chienne. Lorsque nous fûmes pour nous en aller, l'avocat demanda à ma mère si nous étions logés, et après qu'elle lui eut répondu ne savoir encore où nous giterions, venant seulement d'arriver, il prit son chapeau et nous emmena dans une petite auberge dans la rue de la Miséricorde. Après nous avoir recommandé à la bourgeoise, il dit à ma mère de ne pas manquer d'être à 10 heures au tribunal le lendemain. Et comme elle lui demandait s'il avait bon espoir, il fit un geste et dit « Tout ce qui est entre les mains des hommes est incertain. Mais le mieux est d'espérer jusqu'à la fin. » 2e chapitre. Le lendemain, à l'heure dite, nous étions devant le bâtiment de l'ancien présidial, qu'on appelait encore de ce nom, qui était sur la place de Coderc, juste en face des prisons, à l'endroit où est aujourd'hui le numéro 8. De la porte d'entrée, on passait sous une voûte qui aboutissait à une petite cour noire et entourée de grands murs, tandis que nous attendions dans cette cour, parlant avec des gens de chez nous, cités comme témoins. Voici que des pas lourds, éperonnés, sonnent sous la voûte, et mon père arrive, les mains enchaînées, escorté de 3 gendarmes. Ma mère poussa un cri terrible. Et ils eurent beau faire, les gendarmes, elle se jeta sur son homme, le prit à plein corps et l'embrassa fort en criant et en se lamentant, pendant que moi je le tenais par une jambe en pleurant. « Allons, allons, disaient les gendarmes, c'est assez, vous le verrez après. » « Donne-moi le drôle, dit mon père. Alors ma mère, me prenant à 2 mains, me haussa jusqu'à son col, que je serrai de toute ma force dans mes petits bras. Mon pauvre Jacou, faisait mon père en m'embrassant. Enfin, il fallut nous séparer, moitié de gré, moitié de force, tirés en arrière par les gendarmes qui emmenèrent leurs prisonniers. Après avoir attendu longtemps, lorsque qu'un huissier appela ma mère, nous entrâmes dans une haute salle longue, voûtée à nervures et faiblement éclairée par 2 fenêtres en ogive donnant sur une cour. Dans le fond, sur une estrade fermée par une barrière de bois, il y avait 3 juges, assis,
devant une grande table couverte d'un tapis vert et encombrée de papier. Celui du milieu avait une robe rouge qui donnait des idées sinistres. Les deux autres étaient enrobés de noir et tous trois portaient lunettes. De chaque côté de l'estrade étaient assis, devant des tables plus petites, le procureur et le greffier. Au mur, dans le fond, au-dessus des juges, un grand tableau représentant Jésus-Christ en croix, tout ruisselant de sang. Puis, les jurés, les avocats, les gendarmes, l'accusé, le public, c'était à peu près la même disposition qu'aujourd'hui. Seulement maintenant, juges, jurés, avocats, tout ce monde porte la barbe ou la moustache, tandis qu'alors tous étaient bien rasés, moins les gendarmes. Pendant que ma mère déposait, un monsieur répétait en français ce qu'elle avait dit en patois. Moi, je n'y faisais pas grande attention, occupé que j'étais à regarder mon père qui me regardait aussi. Mais à un moment, dans l'affection qu'elle y mettait, ma mère haussa fort la voix. Et me retournant, je vis que tout le monde considérait cette grande femme bien faite, sous ses méchants vêtements, qui avait une belle figure, des cheveux noirs et deux yeux qui brillaient tandis qu'elle parlait pour son homme. Lorsqu'elle eut fini, le procureur du roi se leva et fit son réquisitoire avec de grands gestes et des éclats de voix qui résonnaient sous la voûte. Je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, pourtant il me semblait qu'il tâchait de faire entendre aux 12 messieurs du jury que de longtemps mon père avait l'idée d'assassiner Laborie. Ce qui le prouvait, à son dire, c'était le propos tenu par Mascret, quelque temps auparavant, qu'il ferait un malheur si on tuait sa chienne, et cela étant, il méritait la mort. On doit penser en quel état nous étions, ma mère et moi, en entendant ce procureur parler de mort. Pour mon père, il n'avait pas l'air de l'écouter, et son regard fiché sur nous semblait dire « Que deviendront ma femme et mon pauvre drôle si je suis condamné ?» Le procureur ayant terminé, notre avocat se leva et plaida pour mon père. Il fit voir, par tous les témoignages entendus, quel gueux c'était que Laborie. Il représenta toutes les misères qu'il nous avait faites, appuya surtout sur les propositions malhonnêtes dont il poursuivait sans cesse ma mère. Et enfin, montra clairement que c'était par un coup de colère que mon père avait tué ce mauvais homme et non par dessein pour penser. Bref, il dit tout ce qu'il était possible pour le tirer de là, mais il ne réussit qu'à sauver sa tête. Mon père fut condamné à 20 ans de galère. Lorsque le président prononça l'arrêt, un murmure sourd courut dans le public, et nous autres, ma mère et moi, nous nous mîmes à gémir et à nous lamenter en tendant les bras vers le pauvre homme que les gendarmes emmenaient. Et parmi tout ce monde qui s'écoulait, jouit le comte de Nanzac dire à Mascret « Nous en voilà débarrassés, il crèvera au bagne. » Le surlendemain, l'avocat, ayant eu une permission, nous mena voir notre père, mon père. Quel triste moment nous passâmes dans cette geôle. Je coule là-dessus, car, après tant d'années, ça me fait mal encore d'y penser. En sortant, la mort dans l'âme, ma mère demanda à l'avocat s'il n'y avait aucun moyen de faire quelque chose pour gracier mon père ou de faire casser la sentence. Non, pauvre femme, dit-il, en se conduisant bien là-bas, il pourrait avoir quelques diminutions de peine, mais ayant contre lui le comte de Nanzac, il n'y faut pas trop compter. Pour ce qui est de faire casser l'arrêt, je ne vois pas de motif. Et d'ailleurs, y en eût-il, je ne conseillerais pas à votre homme de se pourvoir, parce qu'il pourrait y perdre. Il ne s'en fallut de rien qu'il fût condamné à perpétuité. Restez encore ici, ajouta-t-il en nous quittant. Je tâcherai de vous le faire voir une autre fois.
Après la condamnation de mon père, ma mère, ayant perdu toute espérance, ne mangeait ni ne dormait. Une petite fièvre sourde lui faisait briller les yeux et rougir les joues. Et cette fièvre fut en augmentant de manière que le troisième jour, elle resta au lit. Tandis que moi, je regardais à travers les vitres les tuilés noircis des maisons d'en face. Ou quelquefois, passait lentement un chat qui bientôt disparaissait dans une châtonnière. Pourtant, le lendemain, ma mère se leva et nous allâmes par les rues, nous promenant lentement, elle me tenant là par la main et revenant toujours vers la prison, comme si de regarder les murailles derrière lesquelles mon père était enfermé, ça nous faisait du bien. En d'autres termes, j'aurais été envieux de voir la ville. Mais pour lors, la peine m'ôtait toute idée de m'intéresser à de tant de choses si nouvelles pour moi. Les gens dans les rues, sur les pas des portes ou des boutiques, nous dévisageaient curieusement, connaissant bien à notre air et à notre accoutrement que nous étions sortis de quelques parties les plus sauvages du Périgord, de la Double ou des landes du Non-Trôné, ou de la forêt Barade, comme il était vrai. Dans l'après-dîner du 5e jour, nous remontions la rue Talfer, allant vers Saint-Front, regardant machinalement les boutiques des pharmaciens, des liquoristes, des épiciers, des bouchers, des chapeliers, des marchands de parapluies dont elle était pleine en ce temps, lorsqu'en arrivant sur la place de la Clotre, nous vîmes un grand rassemblement. Au milieu de la place, à l'endroit où l'on montait la guillotine, il y avait un petit échafaud de 4 ou 5 pieds de haut, du milieu duquel sortait un fort poteau qui supportait un petit banc. Sur ce petit banc, un homme était assis, les mains enchaînées, attaché au poteau par un carcan de fer qui lui serrait le cou. Et cet homme, c'était mon père. Debout sur l'échafaud, le bourreau attendait et autour de 4 gendarmes, le sabre nu, montait la garde et maintenant la foule à distance. Ma mère, voyant son martissou en cette triste posture, fit un gémissement douloureux et se mit à pleurer dans son tablier, tandis que moi, saisi de terreur, je m'attachai à son cotillon en pleurant aussi sans bruit. Devant nous, un individu lisait à voix haute l'écriteau attaché au-dessus de la tête du malheureux, exposé au carcan. Martin Ferral, dit le Croquant, de Combonègre, commune de Rouffignac, condamné à 20 ans de travaux forcés pour meurtre. Nous restâmes là, un gros moment, cachés derrière les curieux et pleurant en silence. Par instants, lorsque les gens se remuaient, j'entrevoyais le bourreau qui avait l'air de s'ennuyer d'être là et regardait l'heure à une grosse montre d'argent qu'il tirait du gousset de sa culotte par une courte chaîne garnie d'appliqués. En le rencontrant dans la rue, sans le connaître, on n'aurait jamais dit que ce fût celui qui guillotinait, tant il avait bonne figure. Et puis, il était bien habillé, et selon le dicton, brave comme un bourreau qui fait ses Pâques. Avec sa grande lévite bleue de roi, tombant sur des bottes à revers, sa haute cravate de mousseline et son petit chapeau tuyau de poil, enfin, tant nous attendîmes qu'au cocher de Saint-Front sonnèrent les 4 heures. Alors le bourreau tira une clé de sa poche, ouvrit le cadenas du carcan de fer qui tenait mon père par le cou, et le prenant par le bras, le mena jusqu'au bas de l'escalier de l'échafaud et le remit aux gendarmes qui l'emmenèrent. Nous autres suivions à distance, le regardant s'en aller, la tête haute, l'air assuré entre les 4 gendarmes, quoique sur le pas des portes et des boutiques, les gens le dévisageassent curieusement. Je suis bien sûr qu'il ne sillait pas tant seulement les yeux. Nous, c'était différent. Nous avions la contenance triste, la figure désolée, les yeux mouillés que nous essuyions d'un revers de main, et ceux qui nous voyaient passer disaient entre eux, ça doit être sa femme et son drôle.
Cette nuit-là, je dormis mal, la tête pleine de mauvais rêves. Je me réveillais des fois en sursaut, et je me serrais contre ma mère, qui, elle, la pauvre femme, ne dormait pas du tout. Et pour me tranquilliser, il me prenait et m'embrassait longuement. Lorsque vint le jour, elle se leva et, me laissant sommeiller, alla s'asseoir près de la fenêtre, regardant sans rien voir, perdue dans son chagrin. Ainsi, je la vis sur la chaise. Lorsque 7 heures, j'ouvris les yeux, les bras allongés, les mains jointes, la tête penchée, le regard fiché sur le plancher. De la rue montaient les cris des marchands de tortillons et de châtaignes, ce qui acheva de m'éveiller. Ma mère m'ayant habillée, nous sortîmes, pensant revoir mon père ce jour-là, comme son avocat nous l'avait fait espérer. Nous allâmes droit à la prison, où il nous avait dit de l'attendre. En chemin, ma mère acheta pour 2 liards de châtaignes sèches, qui n'étaient guère bonnes, car la saison était passée, et nous fûmes nous asseoir contre cette terrible porte ferrée. Cependant que nous étions là, moi prenant les châtaignes une à une dans la poche du tablier de ma mère, elle songeant tristement, voici qu'une grande voiture à caisse noire, longue, en forme de fourgon couvert et percée seulement sur les côtés de petits fenestraux, grands comme la main et grillés de fer, s'arrêta devant la prison. Un homme en descendit en uniforme gris, avec un briquet pendu à une buffletterie blanche, et s'en fut frapper à la porte de la prison, qui s'ouvrit et se referma sur lui. Aussitôt arrivèrent des enfants, des curieux, des gens de loisirs qui s'attroupèrent autour de la voiture, disant entre eux, voilà la galérienne qui va emmener ceux qui ont été condamnés dernièrement. Nous nous étions levés, transis, ma mère et moi, oyant ça, lorsque la porte se rouvrit, et l'homme au briquet en sortit, précédant un gendarme avec lequel venaient 3 hommes enchaînés, dont le dernier était mon père. Un autre gendarme les suivait. L'homme gris ouvrit derrière la voiture une petite porte pleine, solidement ferrée, et fit monter les condamnés. En voyant ainsi partir mon père, sans nous être fait les adieux, nous autres jetions les hauts cris en pleurant, mais lui, quoique poussé par les gendarmes, se retourna et cria à ma mère « Du courage, femme, pense au drôle ». Là-dessus, un gendarme monta derrière lui, la porte fut refermée à clé. L'autre gendarme se mit devant avec l'homme en gris, et le postillon enleva ses 3 chevaux qui partirent au grand trot. Pendant un moment, nous restâmes là, tout étourdis, comme innocents, nous lamentant sans faire attention aux badauds qui s'étaient assemblés autour de nous. Pourtant jouis un homme en tablier de cuir qui disait « Moi, je l'ai vu juger, celui-là, et sur ma foi, il vaut 100 fois mieux que celui qui l'a tué. Quant à ceux-là qui l'ont poussé à bout, ils sont plus coupables que lui. Ah, il y a quelques vingtaines d'années, on les aurait mis à la raison. » Étant allé chez l'avocat, il fut bien étonné d'apprendre que mon père était parti, car on lui avait assuré que la galérienne ne devait passer que le lendemain. Mais soit qu'on l'eût trompé à l'exprès, ou bien qu'elle eût été avancée d'un jour, c'était fini. Il fallait se faire une raison, comme il nous dit. Après qu'il nous eut réconfortés de bonnes paroles et un peu consolés en nous promettant de nous donner des nouvelles de mon père, ma mère le remercia bien fort de tout ce qu'il avait fait pour sauver son pauvre homme et aussi de toutes ses bontés pour nous. Et comme elle ajoutait que, n'ayant rien, elle était totalement incapable de le récompenser de ses peines, il lui répondit « Je ne prends rien aux pauvres gens, ainsi ne vous tracassez pas pour cela. » Là-dessus, ma mère lui demanda son nom, l'assurant que l'un et l'autre, nous lui serions reconnaissants jusqu'à la mort. « Mon nom est Vidal Fongrave, dit-il.
Je suis content de n'avoir pas obligé des ingrats. Mais il ne faut rien exagérer. Je n'ai fait que mon devoir d'homme et d'avocat. Et ayant quitté M. Fongrave, ma mère se décida à partir tout de suite, vu que nous n'avions plus de motif de rester à Périgueux et qu'il était encore de bonne heure. Auparavant, nous fûmes à l'auberge, où elle demanda à la bourgeoise ce que nous devions, en tremblant de n'avoir pas assez d'argent, mais l'autre lui répondit « Vous ne me devez rien du tout, brave femme. Monsieur Fongrave a tout payé à l'avance, et même, tenez, il m'a chargé de vous remettre cela. » Et il lui tendit un écu de 100, sous-plié, dans du papier. « Mon Dieu, fit ma mère, les larmes aux yeux, il y a encore de braves gens dans le monde. Dites à monsieur Fongrave, je vous prie en grâce, que je ne l'ai pas assez remercié tout à l'heure, mais que tous les jours de ma vie, en me rappelant le malheur de mon pauvre homme, je penserai à sa bonté. » « Ah, dit la femme, c'est un brave gars, ce jeune monsieur, et sans vouloir faire au tort aux autres avocats, je crois qu'il n'y en a guère comme lui. » Au sortir de l'auberge, ayant gagné la place du greffe, nous redescendîmes vers le faubourg des Barris. Et un instant après, nous étions dans la campagne, sur la grande route. Ma mère me tenait par la main pour m'aider, marchait le petit pas. Par moments, elle soupirait fort, comme si elle eût reçu un mauvais coup en songeant à la rude vie de galère qu'allait mener mon père là-bas. Où, nous ne savions. Pourtant, si elle était triste à la mort, elle était moins angoissée qu'en venant, car la terrible image de la guillotine avait disparu de son imagination. Mais il lui restait l'épouvantable pensée de son pauvre Martissou, séparé d'elle à tout jamais, et crevant au bagne, comme avait dit le comte de Nanzac, de chagrin et de misère sous le bâton des argousins. À Saint-Laurent-du-Manoir, proche un bouchon, une grosse charrette de roulage, attelée de 4 forts chevaux, était arrêtée. Nous avions dépassé l'endroit de 200 ou 300 pas, quand derrière nous se fit entendre le bruit des grelots que les chevaux avaient à leur collier. Celui qui les conduisait était un grand gaillard, avec une blouse roulière, la pipe à la bouche, qui faisait claquer son fouet à tour de bras, tandis que sur la bâche, un petit chien loulou blanc courait d'un bout à l'autre de la carriole en jappant. Aussitôt que l'équipage nous eut rejoints, l'homme nous accosta sans façon et demanda à ma mère où nous allions. Sur sa réponse, il lui dit « Moi, je vais souper à Tenon ce soir. Je vais vous faire porter. Vous avez l'air bien là, pauvre. » Et sans attendre le consentement de ma mère, il arrêta ses chevaux et me logea dans une grande panière suspendue sous la charrette, où il y avait de la paille et sa limousine. Je me couchai là, et bientôt, bercé par le mouvement, je m'endormis. Lorsque je me réveillai, le soleil baissait, allongeant sur la route les ombres de l'équipage et celles du roulier qui marchait à la hauteur de la croupe de son limonier. En cherchant ma mère des yeux, je vis ses lourds sabots se balançant sous le porte-feignant où elle était assise. Nous approchions lors de Foncemagne, et ma mère voulant descendre, le roulier lui dit que de s'engager dans les bois avec la nuit qui allait venir, ce n'était pas bien à propos, qu'il nous valait mieux venir jusqu'à Tenon, où il nous ferait souper et coucher. Mais ma mère le remercia bien et lui répondit qu'ayant une bonne heure et demie de jour encore, nous avions le temps d'arriver chez nous. « Comme vous voudrez, brave femme, dit-il, alors en arrêtant ses chevaux. Ma mère, l'ayant de rechef remercié de son obligeance, il nous avait rendu bien service, il dit que ça n'était rien, nous donna le bonsoir, fit claquer son fouet et cria « Hue !» Et les chevaux repartirent, démarrant avec effort leur lourde charge.
Nous refîmes à rebours le chemin que nous avions fait quelques jours auparavant pour aller à Périgueux. Bien reposés, grâce à ce brave garçon de roulier, nous marchions d'un bon pas, mesurés tout de même sur mes petites jambes. Sur son épaule, ma mère portait, percée avec son bâton, une tourte de 5 livres qu'elle avait achetée à Périgueux avant de partir. Au lac Gendre, les métayers qui nous avaient vus à l'aller nous demandèrent comment ça s'était passé. Sur la réponse de ma mère, la femme cria « Sainte Bonne Vierge, c'est-il possible ?» Puis elle nous convient à entrer, disant que nous mangerions la soupe avec eux. Mais pour dire le vrai, je crois que ça n'était pas une invitation bien franche, car elle n'assista guère. Lorsque ma mère s'excusa, disant que nous n'avions que juste le temps d'arriver avant la nuit, ayant échangé nos adieux, soit les quittant, nous entrâmes en pleine forêt. Le soleil éclairait encore un peu la cime des grands arbres, mais l'ombre se faisait sous les taillis épais, et au loin, dans les fonds, une petite brume flottait légère. La fraîcheur du soir commençait à tomber. De tous côtés, abvolaient vers la forêt les pies, venant de picorer aux champs, et dans les baliveaux, où elles se venaient enjucher, elles jacassaient le diable avant de s'endormir, comme c'est leur coutume. Lorsque nous fûmes dans ce petit vallon, qui vient du Grand Bonnet, passe sous la Grand-Val et descend vers Saint-Gérac, le soleil tomba tout à fait derrière l'horizon des bois, et le crépuscule s'étendit sur la forêt, assombrissant les coteaux boisés, et autour de nous, les coupes de châtaigniers. En même temps, l'angélus du soir tinta assez loin devant nous, au clocher de Bar, et bientôt, sur main droite, plus faiblement, à celui de Rouffignac. Ma mère, alors, me reprit par la main et me pressa le pas. Malgré ça, il était nuit close lorsque nous fûmes à la Tuilière. La porte était toujours fermée au moyen du bout de corde qui avait été mis en partant. Lorsqu'il fut défait, nous entrâmes. Rien ne semblait déranger dans la cahute. Mais revenant de Périgueux, où nous avions vu de belles maisons et de jolies boutiques, elle nous parut plus misérable qu'avant. Joint à ça, que l'idée de mon père nous aurait fait trouver triste la plus belle demeure. Je dis que rien n'était dérangé dans la maison, pourtant, lorsque ma mère eut allumé une chandelle de résine au moyen de la pierre à fusil et d'une allumette soufrée, elle vit sur la terre battue la trace de gros souliers ferrés. Qui pouvaient être venus? Pourquoi faire? Des voleurs? Et quoi voler? Enfin, ne sachant comment expliquer cela, ma mère mit la barre à la porte, après quoi, ayant mangé un morceau de pain, nous fûmes nous coucher. Dès le jour en suivant, malgré tout son chagrin, la pauvre femme s'inquiéta de trouver des journées, de retourner chez Gérald. Il n'y fallait pas y songer, à cause de la servante qui coupait le farci chez lui, comme on dit, de celles qui font les maîtresses. Moi, je le regrettais fort à cause de Lina, mais ce pays par là, il y avait plus de métayers et de petits biens que de bons propriétaires employant des journaliers. À l'autre bout de la forêt, vers Saint-Gérac, c'était la terre de l'herbe, dont il ne pouvait être question. Du côté de Rouffignac, en deçà, il y avait Tourtel, qui appartenait à monsieur Barona, qui, à ce que j'ai ouï dire depuis, était un ancien juge du Parlement de Grenoble. Au-delà, il y avait le château de Chélard, où elle aurait encore pu trouver quelques journées, maintenant que le travail sortait. Mais ces endroits étaient trop loin de la Tuilière. Eh bien, chers amis, je vais m'arrêter là, en haut de la page 142, et vous souhaite une excellente journée.